Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence débat sur la responsabilité de l'artiste dans la nouvelle société à bâtir. Merci de votre présence. Mais je voudrais tout d'abord marquer une satisfaction. Cette conférence est celle qui a affiché complet la première et le plus vite à cette Université de la Terre. Donc c'est un bel élan. Et c'est bien une nouvelle preuve de la force de l'art. Je m'appelle François Blanc, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Communicart et qui est dédiée au monde de l'art, une agence de communication globale. Et je vais vous présenter ce débat. Alors vous êtes très nombreux ici et je m'en réjouis. À cela, il y a trois motivations, trois fortes raisons qui vous ont mobilisés, qui nous ont mobilisés. Un, c'est l'enjeu, la nouvelle société à bâtir, ce qu'elle pourrait être et en quoi l'artiste la stimule, les artistes la stimulent. La question de la responsabilité de l'artiste est le deuxième point, des limites qu'il rencontre, qu'il se fixe ou qu'on lui impose, la question de sa légitimité. Et puis, la troisième raison majeure ici, au présent, c'est la présence de deux hommes, de deux artistes, deux créateurs, dont l'impact sur notre perception du monde nous invite au partage. L'un, c'est Oliviero Toscani, photographe, qui depuis 30 ans a dynamité complètement les codes de la photographie et de la publicité. C'est un subversif, à mon sens, intégré, qui a su exploiter la puissance publicitaire au profit de causes humanitaires, humanistes plutôt. Ces images ont eu un impact planétaire et nombreux ici se souviennent des débats qu'elles ont générés. Oliviero Toscani vient à nouveau de faire scandale, il y a 2 mois en Italie, avec un calendrier qui déclenche depuis une belle polémique. Disons qu'il est toujours très actif. L'autre, c'est JR. JR, il a 28 ans. C'est l'artiste anonyme, peut-être le plus célèbre de la planète. Et il a fait intelligemment et fortement irruption dans notre mur d'images, je vais dire. JR se qualifie, lui, comme un artiviste. C'est une contraction des termes de artiste et de activiste. Un artiste engagé, d'emblée, dont les images et à la dimension de la ville frappent très fortement les esprits. Aujourd'hui, JR agit en Tunisie. Et avec un groupe de photographes, il impose des images, des visages du peuple dans des lieux qui sont symboliques de l'oppression. Toute une équipe l'entoure, lui aussi est très actif, on l'imagine. Donc merci à eux, merci pour ce cadeau de leur art et de leur intervention dans la société, et qui fait que, et on sait tous que confusément ou clairement, quelque chose est en train de basculer. Du Japon à la Libye, des favelas au Proche-Orient, en Chine, ça bouge. Il faut repenser les modes de développement, plus durables écologiquement, plus équitables économiquement, plus justes socialement. Bref, la nouvelle société à bâtir devient une question vitale. Vitale pour chacun de nous et pour tous ceux qui peuplent cette terre. Les artistes sont en première ligne, en tout cas ceux qui s'engagent. Ils nous éclairent, ils nous réveillent, ils nous font ouvrir les yeux. Ils engagent leur responsabilité dans cette nouvelle société à bâtir. Mais être responsable de ces actes, c'est postuler à en répondre, à les assumer, à les porter. Alors un artiste est-il responsable? L'artiste n'est pas un homme politique. Il doit conserver sa liberté de ton, de parole, qui vient justement de son irresponsabilité politique, juridique, légale. Sinon, il devrait répondre de ses actes. Et là, ce serait un autre débat. Alors, quelles sont les limites aujourd'hui au rôle de l'artiste en tant que co-bâtisseur de la nouvelle société? Quelle est sa légitimité en tant que membre de la société, en tant qu'individu pour faire cela? Où s'arrête son rôle, sa responsabilité? On va en parler. Oliviero Toscani et JR ont une idée là-dessus, puisque cette interrogation se pose sur l'intégralité de leur travail, dans l'essence même de leur démarche, dans le sujet qu'ils traitent, dans leur façon de le présenter et de questionner leur public et la société, plus largement. Exclusion, limite, tabou. Ils ont tous les deux développé une recherche de la confrontation de cette société avec elle-même. Autant dire qu'ils ont certainement un avis fort et tranché
sur la responsabilité de l'artiste dans la nouvelle société à bâtir. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir M. Olivero Toscani et l'artiviste JR. Il y a de l'ambiance, oui. Alors, bonjour à vous, merci. Merci de cette présence. Et je voudrais vous poser quelques questions avant de donner la parole à la salle et en premier lieu aux étudiants qui ont préparé un certain nombre de questions et qui sont devant moi. Donc merci de participer à ce débat, Olivero et JR. En quelques mots, chacun, si vous pouvez répondre, en quelques mots, nous dire le moment où vous avez eu envie. Pardon ? Il y a des images, pardon. On va voir les images. Ils sont venus pour les images. Question, Olivero et JR, c'est en quelques mots de dire le moment où vous avez eu envie et où vous avez pu exprimer à la hauteur de vos ambitions votre message. Quand était-ce et comment cela s'est-il passé? Olivero, à quel moment vous avez pu engager ce type de démarche? On n'est jamais sûr. Si on est sûr, ça signifie que ce n'est pas juste. Si on est sûr, ça signifie qu'on n'est pas créatif. Si on est sûr, ça signifie qu'on est en train de faire quelque chose qu'on a déjà fait. Alors, il ne faut pas être sûr. Et surtout, il ne faut pas rechercher les consensus. S'il y a du consensus, c'est fini. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Le consensus amène directement à la médiocrité. Et ce moment, c'était quand? C'est tout le temps. Non, non, mais j'ai touché. Non, non. Je suis encore en train d'attendre my call. Comment c'est
Je suis fils photographe. Mon père était photographe. Et après, j'ai une sœur de 12 ans plus moi, photographe. Alors, je suis déjà 3e génération photographe. Et je ne sais pas ce que je vais faire quand je vais grandir. J'espère quelque chose de plus drôle. Encore. Pour moi, je pense non. Je regarde les travaux d'il y a 10 ans, les premières petites affiches, même si elles étaient faites avec beaucoup moins de grandeur et d'impact. Pourtant, je pense que déjà l'endroit et le statement que prenait l'image où elle était apposée formait déjà la vision que j'allais prendre dans mon travail. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu un moment d'un pic où c'est en constante recherche, ça ne s'arrête jamais, mais surtout, c'est les codes qu'on s'impose à nous-mêmes en tant qu'artistes et qu'on suit. Et donc, à partir de là, effectivement, il peut y avoir des projets plus grands, plus petits, mais cette ligne directrice et la colonne vertébrale de l'artiste et sur cette trajectoire, c'est que le début. Donc il y a un moment, vous avez en commun tous les deux d'avoir, vous, Oliviero, utilisé la puissance d'affichage d'une marque en particulier, et c'est ça qui a été un déclencheur, je veux dire, international. Et vous, JR, l'empreinte visuelle sur l'historique d'un territoire de vie, je vais dire, les rues, des lieux symboliques. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les limites, s'il y a des limites, si vous en voyez, en quoi aussi les représentants du vieux monde vous ont mis ou vous mettent aujourd'hui encore, ou aujourd'hui tout simplement, des bâtons dans les roues? Bien sûr, l'image a besoin de support. Non, encore plus loin. L'art, qui est simplement l'expression plus haute de la communication humaine, a besoin du pouvoir. Et le pouvoir a besoin de l'art. Pourquoi? Le pouvoir a besoin de l'art pour s'imposer. Le pouvoir a besoin de la communication pour s'imposer. Et la communication, l'art, a besoin du pouvoir pour pouvoir s'exprimer. Alors, il y a toujours eu ces rapports entre l'art et le pouvoir. Une fois, c'était religieux. Regardez les pauvres Michel-Ange ou Caravaggio qui devaient peindre des Vierges Marie, mais ne croyaient à rien, mais le pape voulait ça, avec la main droite haute et habillé en vert, parce que le contrat était très ferme. Ça, c'était le rapport de l'art avec le pouvoir. En plus, comment disons, personne n'a jamais prouvé l'existence du paradis et l'enfer, mais ils ont peint ça. Peut-être même mensongères. Des images mensongères qu'aujourd'hui ne serait pas possible de faire. Alors, l'art a toujours eu besoin du pouvoir, ou religieux, ou politique, et aujourd'hui industriel. Et l'industriel aujourd'hui, c'est le pire des trois, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'âme. Et ma question, quel pouvoir se dresse contre vous à ce moment-là? Mais vous savez, le pouvoir, c'est que qui a l'argent commande. Ce n'est pas l'artiste. L'artiste devait récupérer le pouvoir. Et on a perdu le pouvoir. On est occupé à faire les choses avec les mains. On a cette grande chance. Et on est regardé par les gens de l'argent, par les gens du marketing, que je déteste. S'il y a quelqu'un ici qui travaille en marketing, s'il vous plaît, qu'il sort. Parce que peut-être, non, mais il ne va rien apprendre parce qu'ils ont des têtes impossibles. Ils ne peuvent pas apprendre. Alors, on a affaire avec ces gens-là qui n'ont aucun cœur, cerveau, sensibilité, rien. Ils pensent qu'à faire du profit. Et ils n'ont pas compris que le grand profit n'est pas fait comme ça. Le grand profit a été fait par des gens qui étaient visionnaires, pas qui faisaient des calculs. Alors, on a à quoi faire avec ces gens qui j'appelle les subhumains du marketing. Bien. Un problème de régler. Pierre, qui vous met des bâtons dans les roues et y a-t-il des limites? Je crois que c'est un point intéressant qu'Oliviero a souligné, que l'artiste a toujours été dépendant, soit à l'époque des rois, soit au service
de la publicité, etc. Mais moi, j'ai l'impression d'appartenir à une autre époque. Parce que, en fait, j'en ai jamais fait mon problème. C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé pour la publicité. Donc, je n'ai jamais mis mon art au service de quelconque marketing, ce qui fait que mes seules limites ont été celles de la cité. C'est-à-dire d'avoir le droit d'apposer sur tel ou tel mur que dans un pays, le collage soit vu comme de l'art, dans un autre comme du vandalisme, dans un autre comme un crime. Et finalement, les seules limites que j'ai rencontrées, ça a été les expulsions, les arrestations, les choses comme ça pour toutes les installations que j'ai pu faire autour du monde, mais ça n'a pas été le dicton de ceux qui ont l'argent ou le pouvoir, parce que j'ai toujours voulu aller contre ce courant. Et aujourd'hui, on se rend compte de quoi? C'est qu'effectivement, dans les pouvoirs publics, il n'y a même plus d'argent pour la culture. Donc ceux qui ont repris le contrôle, entre guillemets, c'est les marques et qui dictent les expos que vous verrez demain à Pompidou, que vous verrez demain dans tel autre musée, car les musées aussi sont à sec. Et c'est contre, finalement, c'est-à-dire le mécénat a disparu pour devenir du sponsoring et aujourd'hui, carrément, je dirais, du marketing. Et ça, c'est un changement radical. C'est-à-dire que même quand vous êtes invité à présenter votre travail dans un musée, aujourd'hui, c'est une marque qui présente au musée l'artiste, alors qu'avant, c'était le musée qui présentait l'artiste avec le soutien de la marque. Et il y a tout un changement qui s'est fait et qui fait que l'artiste doit être beaucoup plus méfiant de là où il met les pieds. C'est pour ça que j'ai choisi un peu cette ligne radicale de ne jamais faire ce pont avec la publicité. Merci. J'allais vous poser la question de la récupération de votre travail. C'est-à-dire entre partage, comme vous le faites à travers, par exemple, votre site, insideoutproject.net, qui permet à des milliers de personnes d'agir comme vous le faites, en fin de compte, puisque vous leur expliquez sur ce site votre technique, vous leur donnez les moyens d'exprimer ce qu'ils photographient et de l'imposer de la même manière dans des lieux. Donc vous partagez votre art, et des milliers de personnes, je crois, arrivent à le faire aujourd'hui et s'engagent. Ou bien la position d'Olivero, qui est un flirt entre subversion et récupération. Donc vous avez deux pratiques qui sont différentes, et un rapport, je dirais, à la marque qui est aussi différent, mais qui participent d'une même action humaniste. Comment vous sentez-vous en tant qu'artiste comment entretenez-vous cette indépendance? Bon, vous l'avez un peu dit là, mais peut-être en précisant. Cette indépendance, c'est la manière de fonctionner. En fait, je précise quand même qu'on est à deux époques et ce qu'a fait Oliviero Toscani dans la publicité a été une profonde révolution parce que c'était utiliser un vecteur, un médium qu'à l'époque on n'utilisait pas du tout pour communiquer de tels messages. Moi, j'ai l'impression d'arriver à une autre étape où la publicité s'accaparant tous les murs, tous les espaces possibles, j'ai eu envie de m'approprier la ville dans tous les espaces où la publicité ne peut pas s'apposer. Et de le faire donc sans aucun contact avec la publicité. Donc la manière dont j'ai toujours fonctionné, ça a été par le marché de l'art. Et en fait, à côté du travail que je fais des œuvres comme des tableaux. Et ces tableaux-là vendus en galerie me permettent de autofinancer mes projets. En fonction, si vous regardez sur 10 ans, mes affiches sont devenues de plus en plus grandes, les projets de plus en plus ambitieux en fonction de ma cote sur le marché de l'art, tout simplement. Et je pense qu'il n'est pas impossible aujourd'hui de monter des projets de manière indépendante. On a commencé même le projet à Clichy-Montfermeil, on avait recollé sur les bâtiments, c'était fait sans aucune autorisation, mais aussi avec rien. C'est-à-dire, ce que j'essaye de montrer, c'est que on peut faire beaucoup avec vraiment pas grand-chose. Et le projet Inside Out dont vous parlez, que j'ai lancé il y a 2 semaines, c'est en fait, j'ai mis à disposition un site internet où il y a juste une règle, ça doit être des portraits. Vous uploadez votre portrait ou celui de quelqu'un, ou même vous mettez en groupe et vous uploadez tous vos portraits. Vous mettez votre histoire avec, tout ça est répertorié dans le site, et je vous l'imprime et je vous la renvoie en grand format pour 0. C'est-à-dire, où que vous soyez dans le monde, je paye les frais de poste et les frais d'envoi. Et derrière ça, il n'y a aucune marque. C'est-à-dire, vous cherchez dans le sponsor, je ne sais même pas si on a mis en travaux, parce que de toute façon, il n'y en aura jamais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'a monté de manière à... la photo est validée, donc je la reçois, je valide que le cadrage est bon, mais sur l'histoire, à moins que vous ayez des tendances nazies, je ne vais pas avoir finalement de sélection.
Et ensuite, je vous la renvoie. La seule chose, c'est que vous avez le choix de participer. Si vous voulez donner 20 $ pour payer votre affiche et celle d'un autre, vous pouvez. Mais si vous dites « je n'ai pas les moyens », vous la recevez de la même manière, on ne fait aucune sélection. Mais ensuite, c'est vous les acteurs. C'est-à-dire que c'est vous qui allez avoir cette affiche en main et qui soit allez la mettre dans votre salon parce que vous allez vous dire finalement un petit trip égo, ça fait pas de mal au milieu du salon, ou alors allez descendre dans la rue pour porter un message. Et ce que je veux montrer à travers ce projet, et j'espère en fait on l'essaye, je ne sais pas encore à quel point les crédits gratuits vont dévaliser le site, mais l'idée c'est l'expérience, c'est d'utiliser la ville comme une toile. Olivero, qui est sur le starting block. Pour retourner au rapport, mais ce n'est pas tout de la publicité. Peut-être ce que vous connaissez de mon travail, c'est la connaissez parce que vous avez regardé la publicité. Mais ce n'est pas ça. Mais à la fin, tout est publicité. D'ailleurs, déjà, photographier quelqu'un, lui faire le cadeau de son portrait, c'est publiciter quelqu'un. Je suis en train de faire un projet depuis des années qui s'appelle La race humaine. Et je vais dans les piazzas, je mets mon fond blanc et je photographie tous les gens que je veux photographier. Je viens de terminer une série à Israël avec les Juifs. Vous avez vu quelques photos là-dedans. Et on est en train de monter depuis quelques mois. Et depuis quelques mois, on pense de photographier les gens du pays touchés par la Méditerranée. Et justement maintenant, vous avez vu ce qui est en train de passer dans ce pays. On va faire un travail de 4 mois en documentant les gens des pays touchés par la Méditerranée. Est-ce que c'est de la pub? Moi, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est ce produit de la pub. Moi, je n'ai jamais photographié des cacahuètes, des coca ou des choses comme ça. Non. Non, mais c'est justement là-dedans que j'ai trouvé qu'il aurait eu être la possibilité de faire voir des images qu'autrement on n'aurait pas pu faire voir. J'ai exploité la publicité, mais on ne peut pas me dire que je fais la publicité. D'ailleurs, surtout dans ces pays, on m'a donné beaucoup de merde, surtout le journal Le Monde. Il me faisait des batailles parce que je ne faisais pas de la pub. Et il faut faire de la pub. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Il faut faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas allé en prison. Je n'ai tué personne. J'ai fait les images que j'ai voulu faire en exploitant ce que les autres appellent la pub. Et maintenant, je suis devenu un spécialiste de la pub. Ça, c'est vraiment incroyable. Je me demande si le monde de la pub est assez intelligent pour faire une telle... Je crois que la pub est quand même, encore plus aujourd'hui, moi j'ai l'impression vraiment intelligente dans le sens où on ne voit plus de bouteilles de coca ni de cacahuètes sur les publicités. D'ailleurs, on voit de plus en plus de publicités qui se détournent des panneaux publicitaires et qui vont dans l'espace de l'artiste. Fais attention. Eh ben justement, moi c'est justement ça. C'est que comme je n'ai jamais, par exemple, on m'a souvent proposé que les personnes sur mes photos soient habillées d'une manière ou d'une autre, ou qu'une marque me laisse faire le projet comme je l'entends, mais à la fin dire que c'était avec le soutien de telle marque ou de telle même fondation de la marque. Et même pour moi, la fondation de la marque, ça reste de la publicité. Donc j'entretiens un rapport un peu radical avec ça. Et donc moi j'aurais l'impression que même si et peut-être à mon époque, je faisais une photo avec tous les codes, c'est-à-dire la photo du mec avec sa caméra, et que demain, cette photo traverse le monde pour Nike, pour moi, l'image se serait liquéfiée d'elle-même. Elle se serait autodétruite. Alors qu'effectivement, elle a pris un autre circuit pour traverser le monde. Et aujourd'hui, il y a Internet, on l'a collé sur les murs, elle a traversé à travers la presse. Mais les gens l'ont toujours vu pour ce qu'était l'image et la personne, et ce que défend la personne, sans rien vendre derrière, sans même dire avec le soutien d'eux, sans même dire pour telle ou telle cause, mais pour l'idée elle-même. Et donc, quand j'ai lancé le projet d'envoyer les photos à tout le monde, bien sûr que les gens se sont dit, mais attendez, c'est génial, le mec il nous les envoie gratos, et en plus on peut les coller et faire la communication de notre marque ou notre fondation, etc. Mais il y a une règle justement, c'est que ça ne doit servir que l'idée que vous défendez. Et à aucun moment,
l'association, l'organisation ou même la marque qui pourrait se trouver derrière. Et je pense que c'est ces règles-là, en tout cas, que j'essaie d'imposer autour de ma démarche. Merci. Une dernière question. Quel sens vous donnez à la responsabilité de l'artiste dans la société? Devant qui, devant quoi vous vous sentez vraiment responsable en tant qu'artiste? L'artiste n'est pas un homme politique, vous n'avez pas un projet construit et vous n'êtes pas responsable politiquement. Vous devez conserver une liberté de ton, de parole. C'est votre irresponsabilité, comme je le disais tout à l'heure, politique, juridique et légale, qui vous préserve et qui préserve votre créativité. Finalement, d'après vous, est-ce qu'un artiste est responsable? Oui, je pense qu'en fonction de... enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je fais une image, ou même que j'utilise une image qui n'est pas la mienne, parce que depuis 2 ans, c'est ce que je fais pour montrer au final que je m'en foutais un peu d'être photographe ou pas. L'important, je crois qu'on est tous photographes, on fait des superbes photos avec son téléphone. L'important, c'est ce qu'on fait de ces images, où on les place, à quel endroit et quel sens vont prendre ces images en fonction de l'endroit où elles sont collées. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, bien sûr, quand j'ai collé le minaret de 40 mètres en Suisse, c'est pas la même chose si je l'avais collé en Tunisie. Et c'est pareil, si j'avais collé une montagne en Suisse, on m'aurait regardé en me disant, et alors? L'important, c'est ce qu'on fait des images, où on les place. Et c'est en ça, je crois, qu'il y a une responsabilité dans l'artiste. Et c'est pour ça que, même quand j'ai monté des projets que ces images ont voyagé, j'ai toujours imposé, même à la presse, que ça ne serve jamais d'illustration à d'autres articles. Je ne fais pas des photos d'illustration, je ne fais pas des photos qui peuvent servir un autre message que celui des gens que j'ai photographiés. Et c'est en fait l'idée de finalement mettre sur l'avant, sur le devant de la scène, les anonymes et utiliser les mêmes codes par contre de la publicité, puisque c'est ce que je fais en utilisant la rue, en utilisant le grand format, mais en cassant les codes, en utilisant du noir et blanc pour me différencier dans la rue. Donc pour moi la responsabilité elle est là, de la manière dont on fait. Moi c'est autant pour moi c'est autant important le résultat que la manière dont ça a été fait. C'est-à-dire que quand je vais voir un film au cinéma, ben voilà, j'aurais du mal à écouter de la même manière si on me parle des fonds marins et que c'est Total qui paye. Je suis désolé, j'aurais pas aimé que vous voyiez mon film au cinéma qui est sorti il y a 2 mois et qui commence par une série de logos. Alors que tous ces gens y ont participé pour le message, ils n'y ont pas participé pour qu'une marque récupère les valeurs du projet. Mais moi, c'est un deal que je fais avec les gens dès le départ. Dès qu'ils ont photographié, ils signent quelque chose comme quoi jamais ça ne pourra servir à une publicité de près, de loin, de Mars ou d'ailleurs. Je me fais beaucoup moins de soucis parce que l'artiste doit superare, doit dépasser ce problème. Michel-Ange, quand il peignait les Vierges, il n'y croyait pas, il faisait des Vierges. Et maintenant, on ne regarde pas la Vierge parce qu'elle était vierge, mais on la regarde parce que c'est une œuvre d'art. Et je m'en fous si je dois la voir dans une église. Alors, les premiers problèmes, c'est qu'il ne faut pas rester médiocre. Et on reste médiocre quand? Mais dans toutes les choses, hein? Même si on est cordonnier. Si on s'arrête à la forme, à la composition, à la couleur, à l'esthétique, si on s'arrête là, peut-être même libéré des marques, on est quand même médiocre. La seule et unique but de l'art est la condition humaine. Alors, j'essaie de travailler là, et je m'en fous qui me paye. La photo de la sortie du ghetto de Varsovie, vous connaissez, le petit enfant qui lève les mains, qui l'a faite. Mais là, c'est un témoignage de la condition humaine, et depuis qu'il y a la photo, ça existe l'histoire. C'est la photographie et la mémoire historique de l'humanité. Avant, j'aurais bien voulu voir les photos des croisades. J'aurais bien voulu voir les rois et Jeanne d'Arc, s'il y aurait vraiment maintenant des monuments. J'aurais bien voulu voir les photos de Jésus-Christ avec tous les miracles. Peut-être, s'il y aurait eu une caméra ce temps-là, il n'y aurait pas de Jésus-Christ aujourd'hui. Peut-être toute la religion serait différente.
peut-être on serait beaucoup plus soulagé. Alors, je crois que la photographie doit être usée comme ça. Je m'en fous qui paye, qui non paye. J'ai besoin d'arriver à ce point. Merci. Bien, je vais donner la parole aux étudiants qui ont préparé un certain nombre de questions. Qui pose sa première question? Je vous en prie. Bien, messieurs, on appelle de nos jours culture, œuvre d'art, ce qui n'a parfois rien à voir avec la pensée, parfois même des œuvres simplement subversives. Alors pensez-vous que l'artiste doive irrémédiablement choquer pour assumer sa responsabilité, au risque de tomber dans la simplicité? Ou bien faut-il chercher sa responsabilité et sa seule raison d'être dans la formation d'une culture empreinte davantage d'humanisme et d'optimisme? Je vous remercie. C'est pour moi. À la télé. Ouais, voilà. Allez-y, vous êtes chaud. Écoutez, je trouve qu'il y a... Choqué, qu'est-ce que ça signifie? Les chocs, come si dice gli sciocchi? Les stupides, c'est choc. En italien, on dit sciocco, le stupide, c'est choc. Alors, provoquer, disons provoquer. Provoquer, pour moi, c'est un grand nom. Aujourd'hui, il est ressenti comme un nom négatif, avec une signification négative, provocation. Hein? Moi, je trouve provoquer. Moi, je vais au cinéma, je veux être provoqué. Provoquer, ça signifie provoquer l'intérêt, provoquer la possibilité de voir les choses d'un autre point de vue, peut-être meilleur d'une autre, provoquer la possibilité de changer de point de vue, que peut-être le nôtre, ce n'est pas si juste, provoquer la possibilité de comprendre mieux. Si l'art ne fait pas ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, aujourd'hui, on dit « Ah non, c'est choquant ». Mais on n'a pas encore compris que ce n'est pas l'image qui est choquante. Est-ce qu'il y a des réalités qui sont choquantes, qu'on ne veut pas voir? Et ça suffit de voir la photo d'une situation choquante pour dire la photo est choquante. Comme ça, on n'a pas de problème d'affronter les vrais problèmes. Alors on discute la photo. Ah non, cette photo, ça ne fait pas. À quelle distance doit être l'enfant qui est en train de mourir de faim pour comprendre qu'il est en train de mourir de faim? S'il a 10 000 kilomètres, s'en fout. Si on l'a sur le sofa, sur notre sofa, signé par quelques designers à la mode, peut-être là on commence à comprendre qu'il est en train de mourir de faim. Alors c'est ça le point qu'on n'a pas encore résolu avec l'image. On délègue à l'image notre responsabilité de notre conscience. Et c'est l'image, c'est fini. Je censure l'image et moi, je suis en place. Alors, il n'y a rien de choquant en photo. Absolument rien de choquant. Les jours qu'on va être vraiment civilisés, et j'espère que ici c'est le futur de la société, comment c'est le titre? On ne va plus être choqué par nulle image. Les jours qu'on sera capable de regarder n'importe quoi en disant « Ok, qu'est-ce qu'on va faire devant ça ?» Peut-être ces jours-là, on va être civilisé. JR pense que Oliviero a parfaitement répondu et passe son tour. Bonjour, donc présentez-vous donc Camille Marguin, je suis étudiante et bénévole au sein du réseau des étudiants français pour le développement durable. J'avais une question donc plutôt pour JR. En fait, sa démarche me fait penser à la phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et j'ai l'impression que c'est un peu le message qu'on doit faire passer à la nouvelle génération pour rebâtir une société. Et du coup, je voulais savoir quel message vous auriez envie de faire passer aux jeunes. Pourquoi vous faites ça et pas autre chose et voilà, quel message vous avez envie de faire passer? Cette phrase est très forte parce que finalement, à chaque fois qu'on est parti dans des endroits, des zones du monde qu'on a souvent découvert au travers des médias,
on s'imaginait le pire de l'endroit. C'est-à-dire, en gros, le plus dur dans ce travail-là, il est d'en combattre ses propres clichés. Parce qu'on se fait un cliché d'un endroit, on se fait un cliché du Proche-Orient, par exemple. Et quand on va sur place, on découvre tout autre chose. Et finalement, je me rappelle, quand on a fait le projet Face to Face en Israël et Palestine, j'ai envie de partir là-bas parce que dans mon poste de télévision, j'entendais parler tous les jours. Je connaissais pas d'Israéliens ni de Palestiniens. Et en France, on en parle énormément. Donc on a l'impression d'en parler comme si on allait changer le cours du conflit, comme si on allait résoudre à la fin du repas ce qui se passe là-bas. Et donc quand je suis parti là-bas, je suis parti avec mes préjugés aussi. Je suis arrivé, donc on arrive par Tel Aviv. J'ai voyagé un petit peu, parlé aux gens, en disant que voilà, j'aimerais rencontrer les gens des deux côtés. Puis à chaque fois, les gens me disaient mais non, jamais l'autre côté, t'es fou, c'est des terroristes, les mecs avec des barbes, ne va pas là-bas. Et donc je rencontrais, voilà, sur mon chemin des taxis, des étudiants, des professeurs, enfin toutes sortes de corps de métier. Puis quand j'étais de l'autre côté, bien sûr, j'y étais à tâtons en me disant avec tout ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui va m'arriver? Puis je m'attendais à arriver sur un champ de bataille. Et même chose, j'arrive, je monte dans un taxi, je commence à parler, et puis je découvre l'homme de l'autre côté. Et je leur dis, voilà, j'aimerais faire un projet avec les deux côtés. Oh, mais non, tu es fou là-bas, ils vont te tirer dessus, c'est des soldats, tous, ils tirent sur les ambulances, les enfants. Et j'avais l'impression que l'image que j'en avais d'ici était une chose, mais eux-mêmes, l'image qu'ils avaient entre les deux côtés n'était que le pire de l'autre à travers les médias. Donc, j'ai eu envie de prendre des portraits de gens qui font le même métier de chaque côté, qui oublient qu'il y a un mec comme lui qui est taxi de l'autre côté et qui fait le même boulot, et de les coller ensemble. Ça a été possible. Les gens ont dit, mais pas de problème, moi je te donne mon portrait, mais l'autre acceptera jamais. Et même chose de l'autre côté. Donc je disais ok, très bien, je suis rentré à Paris, j'avais toutes mes photos sur ma table, je me dis maintenant qu'est-ce que je fais? Soit je retourne là-bas et je demande les autorisations, mais si j'ai l'autorisation que d'un côté et pas de l'autre, alors on me dira que je suis pro ci ou pro ça. Si je prends une marque, si je prends Coca-Cola ou Meca-Cola, alors on me dira que je défends plus un côté que l'autre. Donc je me suis dit on va partir, on va louer un van à l'aéroport et on va partir coller comme des touristes. Donc l'embrassade des dernières amies, vraiment, on t'aime, à bientôt, tu pars en guerre. Et franchement, donc nous on s'imaginait, on allait coller des Israéliens grimaçants au cœur de Ramallah, quoi, et vice versa. Et finalement, partout où on a été, on s'est rendu compte que l'impossible était complètement possible. On a fait que chercher les limites. De temps en temps, on nous a remis en place, je dois l'avouer, mais au final, on a eu la chance de pouvoir discuter avec tout le monde sur le chemin. Et les gens, à chaque fois que j'arrivais sur un mur, ils disaient ah, j'adorerais coller là, c'est un super angle. Et le mec qui sortait de chez lui, il disait qu'est-ce que c'est? C'est une pub, c'est un truc? Non, c'est politique. On dit non, c'est juste un projet artistique, il n'y a rien écrit dessus. Dessus, c'est juste deux portraits. Donc il dit oh, vas-y, si ça peut aider, fais-le. J'ai dit mais attention, moi je vais coller l'image et après je me casse. C'est toi qui vas être là tous les jours à devoir expliquer qu'est-ce que tu as sur ton mur. Et les gens acceptaient, et souvent ils arrivaient devant l'image, regardaient la photo, enfin les deux photos, et ne savaient pas reconnaître qui était leur propre frère. Et ce qui se passe, c'est que même quand on l'a fait dans des zones vraiment compliquées, les gens arrivaient et nous disaient « Ah bon, t'es en train de me coller un Israélien là, sous ma fenêtre, etc. » Je disais « Ouais, oui, il y a les deux. » Et là, il y avait toujours un long silence, et les gens ne savaient pas reconnaître qui était l'Israélien du Palestinien, et se retrouvaient un peu bêtes. Et au final, en rentrant là où les gens me disaient bah, « Dis donc, c'est incroyable, vous êtes des héros, vous avez collé partout dans le pays », on est rentré en disant non, on a juste pris des coups de soleil, rencontré des gens super sur le chemin et ça a complètement démystifié. Et je crois que c'est ce mot, c'est démystifier les choses. Et une des meilleures choses, c'est d'aller voir par soi-même. Et par exemple, un projet comme ça, ok, ça reste qu'un projet artistique. Il va pas changer le cours des choses, mais l'image à voyager, les livres, les expositions. Et récemment, un organisme de voyage en France qui fait du voyage individuel, qui s'appelle Voyageurs du Monde, a vu le projet qui passait sur Planète à 2h du matin et s'est dit mais attends, ça a l'air simple d'aller en Palestine, je représente Israël mais pas la Palestine. Donc il y est allé lui-même et il a ouvert le livre, il a essayé de retrouver les noms des mecs et de rencontrer les gens et puis il a eu un super voyage. Donc il est rentré, il a dit bah, je vais ouvrir le premier voyage Israël-Palestine parce qu'en tant que touriste, les gens se demandent toujours qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Bah, juste aller voir par soi-même, changer sa vision parce qu'aujourd'hui du côté palestinien vous avez que du tourisme soit politique pour aller voir les camps de réfugiés, soit religieux. Bah, voilà une continuité d'un projet qui fait qu'on marche petit à petit vers quelque chose où les gens vont changer eux-mêmes le regard qu'ils portent sur le monde et sur des endroits comme ça. Une autre question d'étudiant? Il n'y a pas tant d'étudiants. Oui, il y avait plein de questions préparées. Non?
Je vais donner la parole au reste de la salle, c'est-à-dire à l'immense majorité ici. Monsieur. Oui, bonsoir. Vous disiez tout à l'heure qu'en fait l'artiste n'avait pas de rôle politique en soi, mais est-ce que vous ne pensez pas justement que l'artiste, quelque part, a sa propre politique, dans la mesure où il pose un acte ou de création, en fait, où il s'engage quelque part en fait, dans cette action de créativité? C'est quand même quelque part un peu de la politique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai pas dit que l'artiste n'a pas de rôle politique. L'artiste, c'est de la politique. Il doit se rendre compte de ça. C'est grand important dans la politique. Il doit se rendre compte de ça. Je crois que vous nous présentiez comme artiste engagé. Non, non, moi, non. Ben voilà, moi non plus. Moi, je pense qu'on est engageant, mais pas engagé. Et la différence, elle est vraiment que, en tout cas, pour ma génération, le mot politique n'est pas le même que celui de la définition que vous venez de faire, qui est changer la ville, changer la cité. Et je crois que c'est juste une connotation qu'a pris ce mot, même si le fondement du mot correspond au travail. Le simple fait d'utiliser la rue comme galerie est politique en soi, c'est sortir des murs. Mais en tout cas, j'aime pas poser ce mot. Et donc l'exemple, c'est au Proche-Orient, quand on me disait forcément, est-ce que tu es pour ou contre le mur, j'ai jamais dit que je voulais le mur plus haut ou plus petit. Je me suis jamais engagé là-dessus. Je crois que la limite de l'artiste, elle est qu'il doit soulever des questions, mais pas forcément y apporter les réponses. C'est pas son rôle. Et ça, c'est plus le rôle entre guillemets des politiciens. Une autre question? Ou attendez, madame voulait poser une question d'abord. Je suis toujours frappée par la phrase de Konrad Lorenz qui dit on cherche depuis toujours le chaînon manquant entre le singe et l'homme, il ne faut pas chercher loin, c'est nous. Et je crois que l'artiste est l'avant-garde de l'humanité, qui nous libère de notre côté singe, mouton, pour aller vers l'originalité de l'humanité. Ah, non, nous. Non, mais pour retourner à la politique, hein, j'ai donné une réponse à quelqu'un qui a demandé, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il entendait par politique. Bien sûr, peut-être la meilleure réponse, c'est Bob Dylan qui l'a donnée, à dire, mais vous n'êtes pas jamais été engagé avec votre chanson dans la politique? Et il dit, j'ai seulement cherché de mettre les meilleurs mots un après l'autre. Et ça, c'est de la grande politique. Alors, vous voyez, comment on peut répondre que la politique est engagée? Moi, je ne suis pas engagé, je suis en train de vivre. Ça, c'est déjà un grand engagement. La politique, ce n'est pas engagé en politique, ce n'est pas un de ces idiots qui font la politique parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Non, mais la question, effectivement, a été posée. Allô? Oui, voilà. Non, mais la question, c'était la question du projet. Et qu'effectivement, l'artiste a-t-il un projet? Mais écoutez, il y a Naples, image. Il y a la photo de Naples avec, vous connaissez, avec le pain, on voit les golfes bleus, la mer, le ciel bleu, Naples. Et il y a une photo où il y a la poubelle partout. Alors, il faut choisir politiquement quelle photo tu vas faire. C'est de la politique, ça. C'est un choix politique. Vous comprenez? C'est tout ce qu'on fait, c'est politique. Police, c'est le popolo. Bien sûr, c'est comme ça que je comprends. Je mets les meilleurs mots possibles, un après l'autre. On a compris, Oliviero, que votre travail, c'était de mettre la société en posture de réflexion et de critique. Ensuite, les politiques ou les peuples, à eux de prendre en charge et de changer les choses. Mais la position de l'artiste, en ce sens, c'est une position de citoyen du monde, et de s'intéresser à la chose politique dans la mesure où c'est la chose publique, et c'est ce qui organise nos vies et qui nous fait réfléchir ensemble. Donc la position de l'artiste, effectivement, est très politique, même sans projet construit. Et le rôle est fondamental. Mais vous êtes des artistes de l'image, de son exposition au monde. Vos matériaux, vos pigments, c'est la chair de vos œuvres, c'est la réalité humaine. C'est ce que vous nous exprimiez. Mais ce matériau, cette misère, cette souffrance semble inépuisable,
sans fin. Et face à cela, quel est votre message d'espoir? Sinon, un projet politique, quel est votre message d'espoir fondamental? Malgré les êtres humains, l'humanité va améliorer. Malgré les êtres humains. Je ne pense pas qu'une fois on vivait mieux, je ne pense pas qu'une fois on bouffait mieux, je ne pense pas qu'une fois on était plus sain, pas du tout. Alors, quand même, on va vers une amélioration de l'être humain. Même si la nature, pour survivre, fait du tout en utilisant l'être humain pour le détruire. Il nous envoie des tsunamis, des tremblements de terre, parce qu'il veut se débarrasser. Nous sommes un grand problème pour la nature. Il ne faut pas aider la nature, parce que si on aide la nature, nous ne sommes plus là très vite. Il faut faire des grandes digues, il faut avoir des grands docteurs qui nous sauvent du cancer, des maladies, des sida, de tout ce que la nature nous envoie, c'est des messages de la nature. La nature nous déteste. Elle en a plein les couilles de nous. Elle n'en peut plus. Alors, là, ce point-là, attention, il ne faut pas l'aider parce que je vous dis, ça va avoir des Japon chaque semaine, là. Bien sûr, je suis en train de rigoler, mais vous comprenez ça, il faut faire attention à ces lieux communs, les naturalistes, les ambientalistes. Ambientalisme, ça signifie bien construire. C'est... J'habite en Toscane. Et on dit la Toscane, c'est la plus belle région du monde. Ou d'Italie, sûrement. Alors, en Toscane, il n'y a rien de naturel. Tout est artificiel, tout est fait par l'être humain. Les cyprès sont mis en ligne, les oliviers sont là, tac, les constructions sont fantastiques. Ils bons gouvernent, les bons gouvernent, vous comprenez? Ce n'est pas le gouvernement, c'est le la bonne gouvernance. Voilà, il faut avoir une bonne gouvernance. Et je crois que ça va être fantastique un jour. Malheureusement, je crois. J'espère que non, mais dans quelques années, je ne vais pas être là, je ne vais pas les voir. Mais sûrement, ça va être beaucoup mieux. Mais malheureusement, il faut encore passer à travers des grands problèmes, des gros problèmes, difficiles problèmes. Presque dishumains. Inhumains. Voilà, c'est ça que je pense. Et ça, c'est très optimiste. Même passé seulement il y a 300 ans, 400 ans, on s'est rencontrés, on s'est tués, on avait l'épée, on s'est... À moins, maintenant, on se tue toujours, mais un peu moins. Une question. Bonjour, je m'appelle Françoise Novak, je suis journaliste indépendante. Je trouve le débat absolument passionnant et les trois personnes que vous êtes très enrichissantes. Mais j'ai une question de fond. Déjà, j'ai remarqué que sur les 65 invités de l'Université de la Terre, il y a 7 femmes invitées. À la tribune où vous êtes 3 hommes sur 3 personnes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'artistes femmes, que les femmes ne sont pas intéressantes en tant qu'artistes? Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes à la tribune? Bon, c'est ça, on sait pas. Bon, je vais répondre peut-être. Je ne suis pas organisateur de... Moi, je croyais GR, c'était une fille. Voilà. Mais j'étais ravi de vous proposer cette conférence avec Oliviero Toscani et JR. Je pense qu'effectivement, il y aurait pu y avoir des artistes femmes, mais je ne pense pas qu'il y ait de position de principe. La question était la question de l'image et de son impact sur la société par son côté absolument direct. Et je dirais le souci de faire se côtoyer ici devant vous, j'allais dire 2 générations, puisqu'ils l'ont souligné eux-mêmes, qui chacun, en leur temps, mais aujourd'hui encore,
sont confrontées aux réalités du monde et les exposent à une échelle massive qui est autre que celle de l'Internet. Et on voit que ça fonctionne aussi, c'est profondément, je dirais, physique. Et le rapport est physique avec l'œuvre, soit dans les lieux où ils sont montrés, soit dans les lieux où ils sont affichés. Et je crois qu'on doit se réjouir d'avoir cette très grande chance aujourd'hui de les avoir. Et je ne peux que souscrire. Père-fils, en fait. Voilà. Et je ne peux que souscrire, bien sûr, à votre remarque. Madame. Je ne fais pas partie de l'Université de la Terre. Je me suis fait inviter. Je suis la directrice de la division de politique culturelle et du dialogue interculturel à l'UNESCO. Je suis ravie d'être parmi vous. J'étais aussi la négociatrice de la Convention sur la diversité culturelle. Donc, vous comprenez bien ma sensibilité et les débats et les discours qui n'est pas consensuel. Mais j'ai quand même deux questions, sachant qu'ici, en défendant la diversité culturelle, on défend en même temps la capacité de chacun d'être capable de déchiffrer tant de symboles artistiques qui viennent du monde entier. Donc, comment garder cette capacité de déchiffrer des symboles artistiques qui viennent du monde entier en étant juste? Qu'est-ce que c'est d'être juste? Quelle sorte de compétences et comment faire pour que l'art reste ce que vous avez voulu d'elle, de lui, à savoir une capacité d'éveil, d'avertissement et non pas de divertissement. Ce n'est pas facile. Et pour vous rappeler ce que disait Diderot toujours, comment entrer dans les tableaux? Faut-il voir en permanence sans mots, sans paroles, ou faut-il une certaine pédagogie douce et laquelle? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque part une responsabilité sans vouloir faire de la pédagogie du bon marché. Mais il y a des problèmes quand même. J'admire la facilité du langage et de la capacité d'engager. J'ai beaucoup aimé l'engageant sans être engagé, mais quand même, il faut qu'on soit, je ne sais pas, sans être relativiste, il faut qu'on ait ce sens de la mesure pour donner la justesse de l'esthétique venant d'ailleurs, et on n'a pas toujours les moyens de la déchiffrer pour l'apprécier. Un peu de mots, comment créer cette appétence par rapport à tout ce qui circule dans le monde. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Faut pas que l'artiste prenne toute cette responsabilité. Et dans ce sens-là, non, mais je crois que la plus grande force d'un artiste, c'est de travailler dans une certaine liberté, avec le cadre qui lui est fixé. Je pense qu'on n'est pas plus créatif qu'avec un cadre, qu'avec des limites qui nous sont imposées par soit son mode de vie, soit par les projets dans lesquels on se lance soi-même. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'artiste ne fait que soulever ces questions. Et je suis d'accord que le divertissement prend une des plus grandes places dans l'art, dans la télévision, dans tout ce qui nous entoure. Mais c'est peut-être aussi, ce que je trouve intéressant moi dans le cinéma, c'est quand les deux sont liés et qu'on part voir un film, que des films touchent des millions de personnes et qu'en même temps, il y a des messages qui passent. C'est les films les plus forts. Donc, je sais que moi je me suis retrouvé des fois pris au piège dans ma démarche, c'est-à-dire que j'essaye de casser des clichés, des fois je me retrouvais à faire du spectaculaire et je m'étais rendu compte que pendant des années je collais des trucs gigantesques, je recouvrais des favelas et quand je demandais aux gens s'ils connaissaient, ils disaient ouais bien sûr j'ai vu la favela, ouais c'est gigantesque, ouais super. Et en fait même il y avait l'AFP qui a fait son exposition sur les grilles du Luxembourg et avait photographié la favela. Et en dessous, c'était collage gigantesque dans une favela les plus dangereuses de Rio par JR. Et je me dis, en final, ça dessert le projet plutôt que l'aider. À un moment, je me suis dit, il faut montrer toutes les couches qu'il y a derrière l'image, car la force, elle est là. Et donc, l'artiste doit savoir communiquer au sein même de son propre projet. Et ça, c'est pour ça que je me suis lancé à faire un film, parce que sinon, on n'en resterait qu'à l'image. Quand vous regarderez le film, vous reconnecterez les images et les personnes qu'il y a derrière. Et je me suis rendu compte qu'en final, quand je pars dans un pays comme là, vous pouvez voir les photos de la Tunisie circuler un peu partout. Mais quand on rentre réellement dans l'histoire, dans ce qui s'est passé là-bas, je crois que c'est ça qui fait changer les consciences. Et donc là, le prochain film là-dessus, il sera carrément mis gratuitement sur Internet. Moi, l'important, c'est de propager et que la divulgation de l'œuvre fasse partie complète du processus, c'est-à-dire le film, le livre, etc. L'Internet doit faire partie de la manière dont l'œuvre circule librement à chacun de nous.
je procède en suivant seulement mon instinct. Et j'y crois à mon instinct, et il me soutient. Si vous commencez à douter de votre instinct, ça va compliquer. Vous devez lire, vous informer, demander. Vous avez des doutes. Alors, le succès d'un travail, c'est seulement, peut-être, et pas tout le temps, la conséquence du travail fait. Je ne suis pas là pour la conséquence. Je me sens libre seulement quand je m'enchaîne un projet. Alors en m'enchaînant un projet, je perds tous mes sens de culpabilisation, mon sens que peut-être je ne suis pas si créatif, mon sens de savoir que je peux être utile. Je récupère toutes les choses qu'on a besoin pour survivre. Et pour avoir la force de survivre, je dois m'enchaîner à un projet. C'est comme ça que je procède. La question que vous posiez sur ce que vous soulignez sur la question des signes nous ramène à la question de l'universalité aussi, et de l'universalité de l'art et des signes de l'art. Et on pourrait se poser la question, effectivement, vous avez raison, à l'heure de la mondialisation, avec l'importance sociétale de l'art, je ne parle pas seulement de l'appétence qu'il peut y avoir dans les pays développés, et ce qu'on peut voir un peu partout, et en particulier à Paris dans les musées, mais il y a cette force aujourd'hui de l'art qui prend de plus en plus d'importance dans un contexte de crise de civilisation, de crise d'identité, de crise culturelle. Donc il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer, qui est en train de se passer partout sur la planète. On en voit les exemples par les sursauts spéculatifs, mais ça c'est l'écume. En réalité, bien plus profondément, est en train de se passer quelque chose de très très fort, de très durable, et qui touche profondément à l'humanité et au regard que chacun a sur le monde et sur soi et sur les autres. Et moi, je voudrais poser la question à JR et à Oliviero sur, à ce moment de la mondialisation, est-ce qu'ils pensent qu'ils ont touché par leur art à quelque chose d'universel ? Et y a-t-il une ambition qui continue à les porter dans cette idée-là ? Alors je dis que l'art doit s'enchaîner à un problème pour essayer de devenir art. De mon point de vue, c'est il y a un pouvoir, il y a un marché. Et les marchés, ce n'est pas seulement l'argent. Les marchés, c'est l'endroit où les gens se reconnaissent, se voient, s'aiment, se font la guerre. Les marchés, c'est pas seulement l'argent. Les marchés, c'est l'humanité. Alors l'art doit se confronter con l'humanité, avec la condition humaine. Personnellement, je pense que ce qu'on appelle l'art moderne n'est plus de l'art. Il y a de l'art contemporain, bien sûr, que tout le monde fait, mais l'art moderne, c'est une autre chose. La déposition du Christ del Mantegna il y a 500 ans était moderne il y a 500 ans, est moderne aujourd'hui, elle va être moderne dans 500 ans. Ça, c'est de l'art moderne. Peut-être un Bacon était moderne en 1950, 60, moderne maintenant, moderne dans l'année 3000. Ça, j'appelle art moderne. La modernité n'a rien à faire avec le temps, a à faire avec la condition humaine. Alors, l'artiste qui s'isole et fait son objet et qui va vendre à M. Pinault pour 1 million de dollars, 2 millions,
millions, maintenant, c'est plus le marché. 2 millions d'euros. Et M. Pinault, bien sûr, en n'étant pas un artiste. Parce que je peux vous dire que le monde est divisé par les artistes et les autres. Je l'appelle les êtres humains et les subhumains. Oui, c'est gentil. Pour quelqu'un même trop gentil. Alors, ils ont ce complexe de ne pas avoir l'essence de l'art comme Jaillard. Et comme beaucoup de vous. Et peut-être c'est un sens que tout le monde a, mais qu'on perd, qu'on n'y croit plus. Parce qu'il y a la mère, les pères, la religion, l'école. Vous dites que vous ne devez pas rêver. Que rêver, c'est une perte de temps. Non. Rêver, c'est comme ceux qui à l'école font des calculs comme vous. Qui vont apprendre à être des ragionieri. Qu'est-ce que c'est un ragioniere? Ragionieri comptables. Parce que le monde est divisé par les artistes et les comptables. Vous êtes mieux comme ça? Et nous, artistes, nous sommes là à la merci des comptables. Alors, ça c'est le grand problème. Et les artistes isolés, qui s'appellent artistes, mais ne sont plus artistes, c'est un marché à part, qui font des produits pour le monsieur Pinault, qui va vendre son objet inutile à monsieur Pinat, c'est notre, pour 2 millions d'euros. Alors, c'est comme deux paysans qui sont là, sur les prés, ils n'ont rien. Un a 2 chats et l'autre a un chien. Il dit, hé Jean, tu veux mon chien? Combien? 1 million d'euros. Ah, pas mal. Je te donne mes 2 chats pour demi-million d'euros. Ça va? Et ils s'échangent, les chiens avec les 2 chats. Ils ont fait un marché. Aujourd'hui, le marché de l'art est fait comme ça. Il n'y a plus vraiment une raison dans l'art en soi-même, mais c'est seulement une raison de commerce, de marché. Catalan, il a publié aujourd'hui sur les journaux, il dit « J'arrête, j'en ai marre de cette situation ». Mauricio Catalan, qui fait des objets à 6 millions de dollars. Il dit « J'arrête, je vais retourner à être une infirmière ». Qu'est-ce que c'est, infirmière? Infirmière, il était infirmière. Alors, vous comprenez, ça, c'est ce qu'on appelle l'art moderne. Elle est morte. Parce que le vrai pouvoir investit plus sur la vraie art. Il n'y a plus du vrai pouvoir. Aujourd'hui, le vrai pouvoir, c'est l'économie. Et c'est là qu'on doit se confronter. Là où nous travaillons, là où nous produisons. Là qui nous donne la possibilité de survivre et de vivre. C'est là qu'il faut mettre de l'art. L'art, ce n'est pas une chose pour une élite. Il n'y avait pas une image une fois. La seule place où tout le monde, même ceux qui n'avaient pas une culture, pouvaient voir des images, c'était l'église. Merde, Michel-Ange. Il prenait de Michel-Ange pour faire montrer le seul endroit où on pouvait voir des choses. Incroyable, l'investissement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? De la télé qu'on ne peut pas regarder, complètement idiote, en plus qui prend un pouvoir, surtout dans mon pays, complètement téléidiotisé. Vous comprenez? On a laissé dans la main à ces gens, ces comptables, à cet subhumain, là, grand pouvoir que les artistes devraient contrôler. Et j'ai fini. Je reprends ma question pour JR sur les signes et est-ce que JR tu touches à l'universel? Non, mais je pense que l'image, en tout cas, qu'on utilise est ce qui nous touche à toucher tout le monde. Mais après, il y a 2 manières de braquer la société. Et je pense que Oliviero l'a fait dans la rue, à ciel ouvert, en braquant les grandes marques pour faire passer un message. Et que le marché de l'art est un braquage plus silencieux sur un marché finalement parallèle. Ce qui n'empêche que utiliser la rue pour l'image dans les 2 cas
et le côté universel de la chose. Et je pense que la photographie en est le message le plus universel car compréhensible de tous. Et c'est moi ce qui m'a intéressé, c'est en partant dans différents continents, en travaillant finalement sur la question de l'image, sur comment une image est perçue dans tel continent ou sur tel autre, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui les gens sont conscients de l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes, où que ce soit. C'est-à-dire que le mec qui est là au fin fond du bidonville de Kibera au Kenya, il sait qu'on le voit comme un animal. C'est l'image qu'on a de lui d'ici. Il en est conscient. Et ces gens-là, aux quatre coins du monde, dans les favelas ou ailleurs, ont envie de reprendre le contrôle de leur image. Et quelque part, c'est là-dessus que je me suis passionné à travailler. C'est vraiment à essayer de réutiliser ces mêmes codes de la publicité, ces mêmes codes de la société de consommation à travers l'imagerie dans la ville, et même les politiques utilisent très très bien avec l'image, mais cette fois-ci au service de gens anonymes. Et c'est vrai que on est arrivé à un moment où, par exemple, en fonction des pays où j'allais, au Brésil, l'image est quelque chose de... C'est-à-dire quand on est à la télé 1 minute, c'est le côté, la célébrité, un peu comme en Italie. Il y avait un documentaire, Vidéocratie, qui résume très bien ce que vient de souligner M. Toscani, mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les pays, à chaque fois, je demande aux gens, qu'est-ce que ça vous fait alors? Puisque ça ne va rien changer à votre vie d'avoir votre photo en grand comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Finalement, c'est comme si le changement était qualitatif et non pas quantitatif. Or, on est tous poussés à penser, donc qu'est-ce que ça va rapporter? Et c'est finalement ce que me demandaient les gens quand j'étais dans la favela. Les trafiquants m'ont dit, ok, super, tu veux coller sur la favela, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Qu'est-ce qu'on va y gagner? Essayez de répondre à cette question. À quoi sert l'art quand on vous la demande au milieu d'un pont au Libéria et quand des rebelles vous demandent bah voilà, à quoi ça va servir? J'ai jamais eu une réponse précise pour ça, à part voilà, cette image sera posée là. Elle va faire réfléchir ceux qui vont passer, elle va faire discuter. Quelqu'un un jour en Afrique m'a dit écoute, moi je vois ton image, je sais pas trop, je vois bien que c'est un personnage d'ici, je vois les gens s'arrêter dans la rue, questionner, parler, pas comprendre. Et au final, il me dit peut-être que ce que tu fais, c'est pour que les gens arrêtent de penser à ce qu'ils vont manger dans l'heure qui vient. C'est peut-être ça l'art. Et c'était sa définition. Là, on revient de Tunisie. En Tunisie, je précise bien, c'est sur ce projet Une Salade, donc c'est pas moi qui ai collé. Moi, j'ai juste imprimé, je l'ai amené à ces photographes tunisiens qui ont pris la route et collé dans toutes les villes. Quand ils ont collé les photos, les portraits de gens pour dire voilà, on est tous pour la démocratie, qu'on soit barbu, chrétien, grand, petit, chauve, gros, maigre, on s'entend tous sur une chose. J'ai jamais vu autant de gens dans la rue se regrouper et discuter, mais alors de manière des fois très violente, c'est-à-dire la plupart des photos ont été arrachées, soit dans la nuit, soit devant nous, parce que les gens, c'était la première fois qu'ils pouvaient s'exprimer. Et là où j'aurais vu ça comme un échec, en me disant zut, on n'a pas réussi, les gens nous ont pas laissé coller, ils sont venus me voir et m'ont dit non, t'as pas compris. C'est la première fois que dans le monde arabe, les gens s'expriment librement dans la rue. Et que si c'était dans une galerie ou que si c'était à l'époque de Ben Ali, personne n'aurait pu venir discuter ce qui se fait là, personne n'aurait pu même penser à déchirer l'affiche. Et si c'était dans un musée, les gens seraient restés chez eux à critiquer. Or là, tu vois, qui sont les extrémistes, qui sont ceux qui sont pour ce projet, quels sont les avis, ils sont là en train d'exploser dans la rue. Et finalement, de se retrouver au milieu de cette dynamite, c'est une manière d'étudier la société depuis la rue. Pour en revenir au thème de la soirée, la responsabilité de l'artiste pour bâtir une nouvelle société. Je pense que la responsabilité de l'artiste, comme le disait M. Toscani, d'être provocateur au sens du terme original, provocare en latin, c'est-à-dire appeler en avant, mais un rôle fondamentalement subversif. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de la manière dont Jacques Brel disait que l'artiste est celui qui a mal aux autres, et Georges Braque disait « l'art est une blessure transformée en lumière ». Il n'y a pas de chance. Je me sens très privilégié. Même si je suis blessé, mais très, très privilégié. Je les vois dans les yeux des gens du marketing. Quand ils me regardent, ils savent qu'ils peuvent tout acheter, mais ce que j'ai, ils ne peuvent pas l'acheter. Alors là, je vois que je suis privilégié. L'art, c'est ce qu'on a besoin pour vivre. L'art, c'est le sang.
c'est beaucoup plus que il nutrimento. Il doit toujours mettre en discussion, il doit remettre en discussion et remettre en discussion tout le temps. Il ne doit jamais s'arrêter. On ne peut pas être content de ce qu'on fait, il faut toujours recommencer. Et c'est, bien sûr, on est irrequieto, comment dit-on? Irrequieto. On n'est pas tranquille. L'art ne peut pas donner tranquillité. Ah non, je vais me retenir sur une île déserte, mais pays déserte. J'ai peur d'aller sur une île déserte. Non, il ne faut pas être tranquille. C'est fantastique. On a beaucoup de temps d'être tranquille un jour. Il ne faut pas être tranquille. Tu es tranquille, toi? Non, hein? Non, parce qu'on nous dit à l'école, il faut faire, étudier, après on va pensionner. Ouais. Mais chaque seconde qu'on ne met pas en discussion, c'est dommage. C'est la perte du temps, c'est la perte de l'art, c'est la perte de ce qu'on est là pour. Il ne faut pas perdre du temps. Quelquefois, vraiment, j'envie ces gens qui sont là. Ah oui, il prend du soleil. Vous savez, s'il y a Leonardo da Vinci qui prend du soleil, Camus qui prend du soleil, Einstein qui prend du soleil, un idiot qui prend du soleil, un bronzé qui reprend du soleil, ils sont tous là, 8 sur la plage. Ils sont tous pareils, tout pareil. Du moment qu'ils se lèvent, et ils commencent à travailler, parce que l'art, c'est du travail. Et ils commencent à s'exprimer en travaillant. On voit la différence entre les bronzés et Leonardo da Vinci. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se bronzer trop. Il faut faire attention. Je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de vacances. Vacances, ça signifie du latin vacuum, vide. J'ai besoin de me vider. Mais de quoi? Tu n'as rien fait. Il ne faut pas aller en vacances. C'est interdit pour un artiste. Un artiste ne va jamais en vacances. Demandez à ma femme, elle se plaint tout le temps. Mais quand on va en vacances? Jamais. On n'a pas l'argent, surtout. Ciao. Une question. Pour JR, quand j'ai vu vos photos la première fois, j'avais pensé, oh mon Dieu, maintenant il faut faire grand pour faire de l'impact. On ne peut pas faire de l'art maintenant sans faire du grand. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue. Bon, depuis, ça a évolué. J'ai écouté vos histoires et maintenant, je suis plutôt convaincue. Mais comment vous réagissez à quelqu'un qui vous dirait si tout le monde faisait comme JR, on n'aura plus de place dans le monde? Non, mais c'est une très bonne question puisque mon travail est directement lié à l'architecture. Et en fait, je laisse l'architecture imposer aux images la taille qu'elles prendront et pas vice-versa. Les images que par exemple, quand j'ai collé je sais pas moi, au Cambodge, quand je collais dans la rue, elles étaient petites, c'est-à-dire la taille de cet écran. Ça, c'est tout petit. Et c'était à hauteur d'homme. Les gens s'arrêtaient, me demandaient ce que c'était. Ça crée des énormes discussions. Les gens voulaient comprendre. La question qu'on me pose toujours, c'est « What is the purpose of your project ?» C'est-à-dire, à quoi ça sert? Quand je colle à Paris, hein? Tu as répondu? Non, j'ai pas. À chaque fois, je dis attends 2 secondes, mon téléphone sonne. Je ne veux pas savoir. À Paris, quand je collais, les gens me disaient mais quand est-ce que ça va partir et qu'est-ce qui a commandé cette horreur et c'est encore nos impôts qui passent là-dedans. Et au final, pour qu'on le remarque, il fallait que je recouvre une île entière, faire 8 km d'affiches pour que d'un coup un mec en voiture en face se retourne et dise tiens, qu'est-ce que c'est, et qui passe 100 fois et qu'à un moment il s'arrête et qui peut-être se questionne sur qu'est-ce que c'est. Mais j'ai encore rencontré des gens qui m'ont dit ah, oui, je me rappelle ce projet sur l'île, mais qu'est-ce que c'était en fait, tous ces yeux, à quoi ça sert?
Mais je crois que c'est à la liberté du passant d'aller chercher derrière l'image. J'écris rien sur les affiches. Si vous ne vous approchez pas, si vous ne cherchez pas à capter, et toutes les infos sont là, et on avait même mis un numéro de téléphone gratuit, vous aviez un audio guide de ce que les gens racontent. Donc en fait, vous pouviez prendre votre téléphone et écouter les paroles des gens sur les photos. Mais si vous restiez de l'autre côté du quai, effectivement, ça restait que des yeux qui apparaissaient sur les quais sans aucun message. Ce que je veux dire, c'est que finalement, j'adapte en fonction de la ville. Et ici, je suis en compétition avec la publicité. Donc si je collais les mêmes affiches qu'au Cambodge ou en Afrique, on ne remarquerait même pas, elles seraient effacées par la ville. Et cette dimension, finalement, là, j'ai fait un collage le mois dernier à Los Angeles où je me suis adapté à la ville. Et je faisais les choses dans les règles de l'art, entre guillemets, c'est-à-dire que là, à Los Angeles, on ne peut pas faire des grandes façades sans autorisation. Et pourtant, tout le travail était illégal pour une chose, c'est qu'il y a une loi qui ne fait pas la différence entre l'image publicitaire et l'image. Et donc, la ville ne voulait pas se questionner sur ce qu'étaient mes photos, ce qu'elle pouvait même vendre au final. Et on dit que ça devait être nettoyé parce que ça ne pouvait pas rester. Et parce que ça pouvait être pris comme de la publicitaire, qu'ils ne prennent même plus le temps de faire la différence entre publicité et art. Et ça, c'est très dangereux. Et au final, la plupart des œuvres vont devoir partir pour cette raison. Et ça, je trouve ça très grave, quand d'un coup, on classe tout de la même manière. Et sachant que j'utilise l'image et la photographie, effectivement, je suis en ligne directe avec l'image publicitaire. Mais écoute, s'il y aurait demain un martien qui arrive là sur la Terre, à Los Angeles, ça descend, pzzz, il sort, c'est pas du Orson Welles, c'est du vrai, hein? Et il regarde. Est-ce qu'ils vont faire une différence entre la publicité et ce que tu appelles art? Eh ben, ça, tu le sais quand ils remontent dans la navette, s'ils repartent avec leur tube de dentifrice ou s'ils repartent la tête pleine d'idées. C'est déjà plus utile. C'est déjà plus utile. Au moins, ils comprennent qu'on a fait quelque chose dans notre vie. On a fait des dentifrices. Ils risquent de repartir en Benetton. C'est ça le problème. Voilà, au moins il faut quelque chose. Mais je crois qu'il ne faut aucune différence. Et je trouve que ça, c'est une mentalité un peu de grand-mère. Ah oui, mon grand-père me dit ça, c'est un peu dur. Il y a la pub, il y a... Non mais, pour moi, il y a de l'art. Oui, c'est vrai. Alors, la Cappella Sistina de Michel-Ange, c'est de l'art de l'Église ou c'est de l'art? Qu'est-ce que ça poussait? Mais bien sûr, c'est un produit, la religion, c'est un pouvoir. C'est quand même un pouvoir. C'est là le point. Je ne parle pas de pub. Je parle qu'on est au service d'un pouvoir. Et toi aussi, tu es au service d'un pouvoir. C'est sous-estimer l'art. Mais pas encore lequel c'est. Ben non, justement. Parce que c'est sous-estimer l'art. Tu ne sais pas encore qui c'est ton patron. Ben non, justement. C'est ce qu'un quelqu'un dans la rue qui m'a demandé. Il m'a dit, mais c'est qui ton patron à la fin? Qu'est-ce qui te paye? Pourquoi tu fais ça? Et au final... Qui paye? Eh ben justement... Et qui paye? Eh ben personne, c'est moi-même, Ah ouais, tu es riche, comme je voudrais bien, moi aussi. La question, elle est là. C'est que tous les gens qui étaient venus coller... Alors, pour être artiste, il faut être riche, vous avez compris? Olivier, une question. Qui a installé tes affiches partout dans le monde? Qui l'a fait? Qui a installé les grandes publicités? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui étaient payés pour le faire, pour les installer. Tous les gens qui sont venus coller avec moi, la plupart sont des bénévoles. Tu crois qu'ils l'auraient fait si je leur disais que derrière, je revendais l'image à une publicité? Ils sont venus le faire parce qu'ils savaient que derrière, c'était uniquement pour le message. Moi, je pense que l'art peut être indépendant. C'est sous-estimer l'art que dire qu'il doit dépendre d'un pouvoir. C'est se dire qu'on est enchaîné de toute façon. L'art, c'est la liberté d'aller s'exprimer. C'est descendre dans la rue. Moi, quand j'arrive dans une ville où tout est blanc... n'a rien à faire avec la morale, n'a rien à faire avec l'esthétique, n'a rien à faire avec la bonté ou la méchanceté. L'art est au-dessus de tout ça. Alors, septembre 11, 2001. Est-ce que c'est de l'art, ça, ce qu'on a vu? Est-ce que c'est de l'art? Quand même. Est-ce que vous avez jamais vu une autre installation vidéo comme ça? Non, mais je rigole, ça, il n'y a rien à rigoler là. C'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. Ce n'était pas au service du pouvoir. Alors, il faut réfléchir. Hein? Il faut réfléchir quand même. Je ne dis pas que j'ai raison, mais quand même, je me pose des problèmes. Imbattable. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas comme ça, comme devant la plus grande œuvre d'art que vous avez jamais vue. C'est
vous avez vu en direct la Guernica de Picasso. Picasso était l'artiste qui l'a compris avant, mais on l'a vu là, en direct. Et combien ça coûtait d'être humain, tout. L'art n'a rien à faire avec la morale. Je déteste quand on dit « Ah, mais c'est de la publicité, ça c'est de la morale. » Je m'en fous de la morale. Je veux que les images soient là. Et bien sûr qu'ils dépensent 10 millions, 100 millions d'euros pour le faire. Alors j'ai exploité la publicité pour faire passer mes images d'une façon qui nulle part a été faite. Alors je crois qu'il faut utiliser les pouvoirs pour faire ça. Là, les grands peintres du Renaissance utilisaient la religion, les gens, les croyances, l'Église pour faire de l'art qui plus grand du pouvoir. C'est là la responsabilité de l'artiste. Devenir beaucoup plus grand que la committance. Merci Olivero. Nous arrivons à la fin de ce débat. Il est 6h moins 1. Ah oui, on va pas traîner. On va pas traîner. Ça, c'est de l'art. Bon, je crois qu'on a assisté à quelque chose d'exceptionnel cet après-midi. Une rencontre exceptionnelle entre deux artistes qui ont une portée universelle, je le crois, qui ont su changer le rapport à l'art et le regard de chacun sur l'art en faisant de chaque acteur dans la vie, de chaque personne, en lui donnant la possibilité, en lui offrant la visibilité. Et en fin de compte, le travail qu'ils ont fait, c'est de créer les Pietà, les Goya, les Saint-Sébastien d'aujourd'hui, avec leurs images, et de faire que, en fin de compte, l'art, comme le disait Malraux, soit le plus court chemin de l'homme à l'homme. Je crois qu'on peut les remercier pour ce cadeau qu'ils nous ont fait. Alors, pour terminer, je dois dire une chose. Oui, quand même. Alors, je dois faire une photo avec Gérard. Si. Parce que ma fille s'appelle Ali. Elle a 22 ans. Elle vit à Colombie. Je l'appelle Madre Teresa di Calcutta parce que c'est une des filles qui veut aider l'humanité. Tu dois te faire photographier avec Gérard, avec un vrai artiste. Alors maintenant, ma fille qui a 22 ans, vous comprenez, pour être respecté par mes enfants, je dois être photographié avec lui. C'est dur. Bravo.